de Toulouse, remercier la sénatrice et les sénateurs, remercier la députée, remercier tous les élus présents ici. Je leur remercie d'être venus ici pour accueillir, comme il se doit, Alain Juppé. On dit chez nous dans le rural que quand les grives chantent, les moineaux se taisent. Donc je vais être très court. Simplement vous dire que pourquoi j'ai choisi Alain Juppé. C'est d'abord une relation amicale et affective, comme avec Jean-Pierre Raffarin, depuis près de 20 ans. J'accueillais ici Jacques Chirac en 1994 et on n'était pas nombreux à l'accueillir. Je voulais vous dire également combien j'appréciais Alain pour sa capacité d'engagement, pour son intelligence, pour sa capacité à gérer. Le vrai problème que nous allons avoir, ça n'est pas le deuxième tour, comme ça a été dit, de la primaire, c'est comment gagner l'élection. Et comment gagner cette élection? Il faudra rassembler. Et je remercie Alain d'avoir su rassembler. Lui dire combien on a confiance en lui, combien ce courage qu'il nous démontre, car ce n'était pas évident de prendre la décision, j'en suis sûr, dimanche, et bien lui dire qu'on est fiers de lui. On est très fiers de lui. Son programme, il va le présenter. Simplement, pour la sécurité, 10 000 policiers et gendarmes de plus. Il faut se dire également sur le plan fiscal, une approche tout à fait méritante, au-delà de tous les engagements dont il va parler, vous dire que je suis fier de ce programme parce qu'il est réaliste. Et chers amis, une dernière phrase, vous dire encore une fois, ce n'est pas la primaire qui est la plus importante. Il va falloir gagner l'élection présidentielle. Et je continue à penser, comme vous tous, que c'est le seul capable de nous éviter le pire. Merci Alain. Merci. Merci Alain Châtillon. Et maintenant, pour Toulouse, une formidable surprise pour la première fois. Soyez vraiment chaleureux avec elle, parce qu'on lui doit beaucoup. Pour vous, Isabelle Juppé. Merci. Merci à tous. Moi, j'ai pas l'habitude de faire des discours, j'ai l'habitude de les écouter. Alors, je vais juste vous dire quelques mots pour vous expliquer mes raisons à moi. Pourquoi je fais confiance à Alain pour diriger notre pays et pourquoi je le fais en tant que femme et que citoyenne. Alors, une citoyenne sans doute un peu particulière puisque j'ai la chance de partager la vie d'Alain depuis 25 ans. Et ces raisons-là, que je pense que vous pouvez partager avec moi, j'en ai 3 en fait. La première raison, c'est qu'il me rassure. Dans le monde de plus en plus turbulent, tourmenté, dangereux, dans lequel on vit, dans cette société de plus en plus fracturée, de plus en plus fragmentée, il me rassure. Moi aussi, je suis inquiète. Je suis inquiète pour mes enfants, nos enfants, vos petits-enfants. Et il me rassure parce que face aux menaces, face aux dangers, Alain, c'est quelqu'un qui a la tête froide, qui a du sang-froid, qui a du courage et qui, dans les moments graves, surtout quand les moments sont graves, il sait faire primer la raison sur l'émotion. Et ce n'est pas si fréquent aujourd'hui.
Et il me rassure aussi face à la montée ici en France de tous ces extrémismes, de tous ces excès en tout genre, parce qu'il est capable de quelque chose qui est rare, c'est de concilier à la fois l'autorité et la fermeté, mais aussi l'ouverture aux autres, la tolérance, la recherche de l'unité, de la justice sociale. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça, c'était ma première raison. Merci. Ma deuxième raison, c'est qu'il me redonne le goût de la politique quand je vois et que je l'observe tous les jours à Bordeaux depuis 20 ans. Il me donne le goût de l'action politique, de la chose publique, ce goût que moi aussi, comme vous tous, enfin en tout cas beaucoup d'entre vous, malheureusement, avez parfois un peu perdu. Et il me le redonne parce que j'observe sa façon de faire, sa méthode qui est très simple et qui est toujours la même. Elle est en 3 temps. Le premier temps, il écoute, il dialogue, il a écouté au fil de je ne sais pas combien, de centaines, même de milliers de réunions de quartier, d'ateliers de concertation, de commissions diverses et variées, où il a écouté les Bordelais, les Bordelaises bien sûr, mais aussi les élus, même les élus d'opposition, que ce soit au conseil municipal ou à la communauté urbaine de Bordeaux. Et donc il écoute, il dialogue, ça c'est le premier temps. Puis après il y a un deuxième temps, et moi j'avoue que j'admire beaucoup pour ça, c'est qu'il est capable de décider. Il décide, il tranche, souvent avec courage aussi et détermination. Et puis la troisième étape, parce qu'il faut bien une troisième étape, c'est qu'il fait. Une fois qu'il a écouté, dialogué et tranché, ben, il agit, il fait. Et le résultat, c'est que dans tous les domaines à Bordeaux, de l'urbanisation à la création d'emplois, de la politique des transports à la politique familiale, de la lutte contre la précarité à l'aménagement des écoquartiers, eh bien, il a réussi à transformer et à rénover Bordeaux. Alors, ce qu'il a fait à Bordeaux, pourquoi ne le ferait-il pas pour la France? Alors, je sais que, surtout pendant cette campagne, on lui a beaucoup dit que Bordeaux n'était pas la France. Et peut-être, et encore, moi je crois que Bordeaux ressemble beaucoup à la France, mais même, peut-être que Bordeaux n'est pas complètement la France, mais ce qui est sûr, ce dont je suis sûre, c'est que s'il avait échoué à Bordeaux, ça serait un très mauvais signe pour la France. Et la troisième raison, c'est qu'il me redonne envie d'aller de l'avant, de le suivre et de croire en la société moderne qu'il est en train de préparer. Et pourquoi? C'est parce qu'il a à la fois, et ça aussi ça me bluffe toujours, une capacité d'anticipation incroyable et une capacité d'entraînement, et que finalement il a vu avant beaucoup d'autres tous les défis qui bouleversent le monde et la société. Et parmi ces défis, il y en a 3 qui moi me tiennent particulièrement à cœur. C'est la sauvegarde et la protection de la planète, c'est la maîtrise de la révolution numérique qui va bouleverser, qui a déjà commencé, mais vous n'avez rien vu encore, complètement nos vies. Et enfin, c'est le rôle majeur, central, que doivent et que vont jouer les femmes dans ce nouveau monde. Et là encore, l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors je le dis ici encore, pardon de citer Bordeaux à Toulouse, mais je crois que Bordeaux, sur ces 3 sujets sur lesquels Alain a fait des choses concrètes, est un laboratoire d'expérimentation extraordinaire. Voilà. Juste pour terminer, je voulais vous dire que pendant toute cette campagne, pendant ces 2 ans de campagne, Alain, il a sillonné la France, il est allé des territoires d'innovation aux territoires oubliés, il a rencontré des centaines et des centaines d'hommes et de femmes, et il m'a raconté au fur et à mesure ce qu'il avait vu et entendu. Alors oui, il a vu du désarroi, de la détresse, de la méfiance, de la souffrance, de la colère, c'est vrai, mais il a vu aussi une formidable envie de rebondir, une capacité d'énergie incroyable. Il a vu
Il a vu un esprit d'entreprendre, un esprit de créer absolument incroyable. Et puis il a vu aussi un élan incroyable de générosité, de solidarité, totalement insoupçonné. Et tout ça, quand il me racontait ça, ce que j'ai vu, c'est que ça lui faisait briller les yeux. Et là, ça lui faisait briller les yeux d'émotion et de passion, parce qu'il est capable aussi d'émotion et de passion. Et ça... Et moi, je dis souvent à mes enfants, d'ailleurs, ils se moquent souvent de moi à cause de ça, je leur dis souvent que le plus important dans la vie, c'est de garder leur capacité d'émerveillement. Et Alain, il a gardé intacte sa capacité d'émerveillement pour la France, qu'il aime plus que tout. Merci. Merci Isabelle. Ce sera certainement pour nous tous. Tu nous as donné l'un des meilleurs moments, sans doute, de cette très belle campagne. Merci Isabelle Juppé. Ils ont eu le courage d'être candidats aux élections primaires. Ils se sont engagés avec cœur, avec courage, avec aussi imagination. On va les entendre. Jean-François Copé, puis après Nathalie Kosciusko-Morizet. Jean-François. Chers amis, je suis très heureux de revenir une nouvelle fois ici à Toulouse, de vous retrouver les uns et les autres, nombreux et enthousiastes, dans cette dernière ligne droite de la primaire, qui aura été un moment important pour l'histoire politique de notre famille. Cette dernière ligne droite, elle est essentielle. Et je sais que pour chacune et chacun d'entre vous, c'est un moment clé. Il ne faut pas s'y tromper. Le vrai rendez-vous, il est certes dimanche pour désigner celui qui va porter nos couleurs, mais il est surtout au moment de l'élection présidentielle. Il y a 10 ans, on était très nombreux les uns et les autres à espérer la rupture qui nous avait été promise par Nicolas Sarkozy et François Fillon. Et puis, les réformes que l'on voulait faire, on ne les a pas faites. On n'a pas supprimé les 35 heures, on a baissé les effectifs de police, on a augmenté massivement les impôts, on a été battu en 2012. Puis la gauche a fait n'importe quoi de la France pendant 5 ans. Et avec beaucoup d'entre vous, on a imaginé les uns et les autres ce que pouvait être l'alternance de 2017. Sur la base de 2 choses que les Français n'ont jamais cessé de nous dire en permanence. La première, c'est de nous dire pourquoi est-ce que quand vous êtes au pouvoir, vous ne faites jamais ce pourquoi vous êtes élus. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois qu'on vous donne les moyens de réformer notre pays, vous calez, vous reculez? Et puis, bien souvent, ils ajoutaient à tout cela le drame de la France, c'est qu'elle n'est plus commandée. Elle n'est plus commandée depuis que François Hollande est au pouvoir. Mais avant, avez-vous suffisamment honoré les rendez-vous qui devaient être les vôtres? C'est dans cet esprit que j'ai proposé, avec d'autres, un message de rupture. La droite décomplexée. Cette idée qu'on a des valeurs et qu'il ne faut pas s'en excuser. Cette idée aussi qu'il faut nommer les problèmes plutôt que de faire de la langue de bois. C'est notre expérience, cher Alain, de maire, qui nous amène sans doute à comprendre que les habitants, Jean-Luc le voit ici à Toulouse, n'aiment pas qu'on leur raconte des carabistouilles. Quand ils voient un problème, ils n'aiment pas que leur chef leur dise « Non, non, il n'y a pas de problème ». Quand il y a des problèmes, il faut les nommer. C'est la meilleure manière de trouver des solutions. Et puis enfin, c'est l'idée que la main ne doit pas trembler quand il faut décider, qu'on n'est pas obligé de reculer sous prétexte que la gauche caviar, que la CGT, que telle ou telle minorité agissante a envie de bloquer les grandes réformes du pays. Alors c'est ce qui m'a amené au lendemain de ce premier tour, où, comment vous dire, je n'ai pas fait exactement le score que j'aurais pu souhaiter. Mais bon, je suis quand même le seul qui a réussi à faire mentir les sondages en faisant moins que 1%.
C'est la raison pour laquelle, au lendemain de ce premier tour, je n'ai pas hésité une seconde lorsqu'il s'est agi de choisir. D'abord parce que je ne fais pas partie de ces gens qui passent sous les écrans radars et parce que dans la vie, il faut assumer ses choix. Il y a plusieurs raisons, mais deux en particulier pour lesquelles, de manière évidente, je souhaitais soutenir Alain Juppé pour ce second tour. La première raison, c'est que dès lors que les Françaises et les Français nous regardent avec un œil un peu sombre en nous reprochant de ne pas avoir eu des résultats, je suis amené à constater qu'à la fin de chaque quinquennat, que ce soit la droite ou la gauche, à chaque fois, le chômage augmente, la délinquance augmente, l'immigration augmente, les impôts augmentent. Et ce, pour une raison très simple. La méthode de gouvernement doit être revue complètement. Je ne vois qu'une solution. S'inspirer de ce que fit le général de Gaulle en 1958. Prendre par ordonnance les 10, 15, 20 décisions qui, dans les 2 premiers mois, permettent de déverrouiller le pays. C'est exactement ce que propose Alain, et ça a été pour moi un premier élément qui faisait une différence, je le dis ici, avec Nicolas, comme avec François Fillon, qui l'un et l'autre proposent de faire des référendums. Je vous le dis, mes chers amis, les référendums, ce sont des machines à perdre et à désavouer les gouvernements. Ne tombons pas dans ce piège. François Fillon propose 5 référendums. 5 référendums, 5 occasions d'être désavoués, 5 occasions de faire des actes manqués qui consistent à dire « Bon, vous avez refusé le référendum sur le régime des retraites, très bien, eh bien on ne le fera pas. Vous vouliez un référendum sur l'immigration, vous ne l'avez pas voulu, on ne le fera pas. » Et ainsi de suite. Ce sont des prétextes à reculer là où les Français demandent de l'efficacité. Le seul référendum qui vaille, c'est l'élection présidentielle. La seconde raison, mes chers amis, c'est que je suis convaincu, au fond de moi-même, que si des réformes économiques majeures doivent être mises en œuvre afin de libérer le travail, de développer le numérique, chère Nathalie, de réindustrialiser nos territoires, et donc pour cela de baisser les charges, les impôts, les taxes, de rendre du pouvoir d'achat aux classes moyennes qui sont celles qui aujourd'hui travaillent pour tout le monde et n'ont jamais droit à rien, il n'en reste pas moins que pour moi, le préalable à tout cela, c'est de rétablir la sécurité et l'autorité dans notre pays. Pour une raison très simple, quand les gens ont peur les uns des autres, ils ne s'écoutent pas, ils ne se respectent pas, ils ne se parlent pas. Et qu'il nous appartient à nous, responsables politiques, de rétablir la sécurité. Pour cela, il faut assumer d'augmenter massivement les effectifs de police, de gendarmerie, la magistrature, la pénitentiaire et l'armée, gravement atteints par les baisses d'effectifs depuis 2007. Pour moi, c'est un point non négociable et hélas, vous le savez, c'est une divergence que j'ai avec François Fillon, qui lui-même m'a redit dans le débat la semaine dernière qu'il ne voulait pas augmenter les effectifs de police, ce qui m'a laissé à penser, lorsque l'on voit aujourd'hui la situation très grave dans laquelle se trouvent les forces de l'ordre, qu'il y a un désaccord majeur et une déconnexion majeure avec la réalité du terrain. C'est un point sur lequel, là aussi, Alain Juppé s'est engagé, comme moi-même, à des augmentations massives d'effectifs pour faire ce virage régalien qui redonnera de la force à l'autorité de l'État. Voilà 2 raisons majeures qui m'ont conduit à apporter mon soutien à Alain, et j'en rajouterai une 3e, plus personnelle. J'ai été très touché par le discours d'Isabelle. Je connais Alain depuis de nombreuses années. J'ai même démarré derrière ses pas mon engagement politique aux côtés d'un homme à qui je dois tout, qui est Jacques Chirac. Il m'est arrivé parfois de trouver que Jacques Chirac avait moins réformé que je ne l'avais souhaité, mais il est des qualités que j'ai trouvées chez lui et qui m'ont guidé dans les moments un peu douloureux que j'ai eu à traverser ces dernières années, dont un en particulier, la solidité dans l'épreuve. Vous savez, les meetings, c'est important. Réussir les émissions de télévision, c'est toujours mieux. Mais le vrai critère du commandement et de l'aptitude au commandement, c'est de tenir face à des situations difficiles, face à des crises sociales, politiques, géopolitiques, diplomatiques, militaires. Dans ces moments-là, c'est la solidité qui compte. Et de ce point de vue, pour moi, il n'y a pas de doute, car il n'y a aucune place pour la versatilité, pour l'hésitation, pour les tremblements, pour les reculades. La fermeté, la solidité et le sang-froid doivent faire la différence, c'est-à-dire le courage. Et ça, je sais par avance
qu'Alain Juppé, il l'a démontré dans le passé, était doté de toutes ses qualités. Voilà, cher Alain, pourquoi je te souhaite le meilleur pour dimanche prochain. Merci à vous. Merci à Jean-François Copé. La parole est maintenant à Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonsoir à tous. Alors, à mon tour de vous dire pourquoi je soutiens Alain. Il y a plus de 100 000 électeurs qui ont choisi avec moi un projet de société plus libre, plus ouverte, plus participative. Et je me suis battue avec eux et pour eux, pour que dans cette primaire, on puisse parler de numérique, d'écologie, de formation, de tous les sujets de demain. J'ai pu le faire grâce à mes parrains et à ceux qui ont appelé à me parrainer pour cette primaire, au premier rang desquels Alain Juppé. Alain, tu l'as fait parce que tu pensais légitime que cette voie de modernité puisse être entendue dans la primaire. Et puis tu l'as fait aussi parce que tu trouvais inconcevable que notre famille politique se livre à un scrutin 100% masculin. C'était pas par calcul. Compte tenu de mon positionnement politique, tu n'avais pas de choses évidentes à y gagner. C'était pas par hasard non plus. Mais enfin, tu n'en avais pas besoin. Tu trouvais tout simplement que c'était bien. Et aujourd'hui, à mon tour, je ne suis pas là par calcul, mais je ne suis pas là par hasard non plus. Je suis là parce que je pense que c'est toi qui peux porter aujourd'hui ce projet de Nouvelle France. Je me suis battue et je continuerai à le faire contre les conservatismes de droite et de gauche. Et aujourd'hui, Alain, c'est toi qui portes la tête de ce combat. Nous avons changé de monde, une nouvelle société est en train de naître. Et la France possède tous les talents pour réussir dans ce nouveau monde. C'est un monde de science et d'idées. C'est un monde dans lequel le génie français, qui est un génie d'ingénieur, un génie créatif, peut et doit prospérer. Et c'est une société qui a besoin de volontaires pragmatiques et pas de réactionnaires. Alors, mes chers amis, pour jouer nos chances, nous avons besoin d'un candidat ouvert et rassembleur. Et avec vous, pour ces raisons, je soutiens Alain. Je soutiens Alain parce que je pense que c'est lui qui entend le plus fort la voix de la modernité. Je soutiens Alain parce que je pense qu'il incarne le mieux une société ouverte. Et puis je soutiens Alain parce que je crois, avec vous tous, que c'est avec lui que nous avons les meilleures chances de convaincre une majorité de Français au printemps prochain. Et pour ça, nous serons tous ensemble. Vive la République et vive la Nouvelle France. Merci à toi. Chers amis, Alain Juppé. Comme je vous aime, nombreux, fidèles, enthousiastes, confiants
dans le deuxième tour de cette primaire. Heureux d'être ici à Toulouse, cette si belle ville qui pendant un temps a fait pâlir Bordeaux d'envie. Désormais, nos deux villes sont à égalité à la tête de deux belles et de grandes régions. Je voudrais remercier le maire de Toulouse, Jean-Luc Boudinck, d'être parmi nous. Il sait que je lui ai toujours apporté mon soutien dans ces compétitions électorales. Remercier aussi Jean-Pierre Raffarin, dont le soutien a été constant, très efficace. Il y met une force de conviction extraordinaire. Remercier aussi Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, qui m'a apporté son soutien avec un grand nombre d'élus et qui continue avec moi à faire campagne. Merci aux deux orateurs qui se sont exprimés, aux trois, pardon, cher Alain. Merci de tes paroles de bienvenue ici sur ta terre de Haute-Garonne. Merci à Jean-François Copé. Comme il l'a dit, nous nous connaissons depuis bien longtemps et il y a une expérience qui nous relie très fortement, parmi beaucoup d'autres choses. Nos convictions politiques, bien sûr, nos parcours politiques, mais aussi cette expérience de maire qui nous tient à cœur, parce que c'est là que nous puisons notre force et notre courage. Merci à Nathalie. C'est vrai, Nathalie, que j'ai tout fait pour que tu puisses participer à cette compétition avec d'autres, pas simplement parce que tu es une femme, mais parce que j'aime entendre tes idées, ta modernité, ton dynamisme. Tu as apporté beaucoup à cette campagne et le fait de t'avoir à côté de moi est un atout dont je te remercie du fond du cœur. Il y a beaucoup d'élus ici des départements voisins. Il y a quelques militants d'une grande ville voisine aussi. Alors les Bordelais, là, oh! Vive Bordeaux! Et parmi ces parlementaires venus parfois d'un peu loin, je voudrais saluer tout particulièrement Franck Rester, le député-maire de Coulommiers, qui m'apporte aussi un soutien précieux. Merci à Brigitte Micoulot, à Pierre Medviel, merci à Laurence Arribage aussi pour sa présence et l'organisation de la primaire ici en Haute-Garonne. Et merci à Pierre Esplugas pour les efforts que tu as fournis pour coordonner les équipes ici à Toulouse et en Haute-Garonne. Le premier tour de la primaire de la droite et du centre, dimanche dernier, a été un succès. La mobilisation a été au-delà de nos espérances. 4 millions de Français, un peu plus, se sont déplacés pour aller voter. C'est un signe de bonne santé démocratique de notre pays et je m'en réjouis sincèrement parce que je les ai voulues, ces primaires. Il y a eu aussi une surprise. Par définition, une surprise qu'on n'attendait pas. Avec des raisons complexes, je laisse les politologues essayer d'expliquer ce phénomène. Sans doute la volonté de beaucoup, comme ils pensaient que j'étais qualifié pour le deuxième tour, de choisir celui qui viendrait en second, et qui est arrivé en premier. Parfois, comme ça, on se trompe. L'occasion de rectifier le tir, elle est là dimanche prochain. En tout cas, ce scrutin prouve l'extrême volatilité de cet électorat. Et moi, je vous le dis, une surprise peut en cacher une autre. Dimanche prochain, nous allons gagner et créer ainsi une nouvelle surprise. Ça ne se fera pas tout seul. Il faut vous mobiliser. Je veux remercier ceux qui ont passé toute la journée de dimanche dans les bureaux de vote. Et en les remerciant, je vais leur demander de faire pareil dimanche prochain. Vous avez aussi un rôle éminent pour sensibiliser ceux qui n'ont pas été votés dimanche dernier en se disant qu'ils se réservaient pour le deuxième tour, ou ceux qui ont envie de changer leur vote au deuxième tour. Votre force de conviction, j'en suis sûr, nous permettra d'obtenir d'excellents résultats. Et dites-leur bien que c'est la dernière chance, parce que ce deuxième tour de la primaire, c'est en réalité, vous l'avez bien compris, le premier tour de la présidentielle de 2017.
mon équipe m'a conseillé de me laisser applaudir. Alors, je me laisse applaudir. Le paysage politique est en train de se clarifier. Les débats 7 étaient un petit peu confus. Désormais, 2 candidats face à face avec leur soutien. François Fillon a le soutien de Nicolas Sarkozy, ce qui reconstitue l'équipe de 2007-2012, qui partage les mêmes idées. Nous en aurons besoin, nous en aurons besoin. J'observe que depuis quelques jours, d'ailleurs, les soutiens de l'extrême droite arrivent en force pour cette équipe. Moi, je suis soutenu par une grande partie de LR, par l'UDI et par le MoDem. Bref, le rassemblement qui nous a toujours permis de gagner les élections que nous ne pouvons pas gagner séparés les uns des autres. C'est une nouvelle campagne qui commence, bien sûr. Une nouvelle campagne que je mènerai comme celle du premier tour avec dignité, en m'abstenant d'attaques personnelles. Il paraît que François Fillon a été choqué que je lui demande de clarifier sa position sur l'IVG. C'était quand même nécessaire, puisque il y a quelque temps, il écrivait dans un livre que c'était un droit fondamental de la femme, avant de changer d'avis, puis de donner un sentiment personnel et de dire qu'il ne changerait rien à la législation actuelle. Il y avait bien besoin de clarification, et je vous le dis tout de suite, je ne renoncerai pas à poser d'autres questions pour clarifier des positions qui sont parfois confuses. Moi, pour ma part, et je n'ai pas varié, l'IVG, qui est toujours un drame pour une femme. Quand il faut prendre cette décision, bien sûr, nous le savons tous. L'IVG est aujourd'hui un droit fondamental, un droit durement acquis par les femmes et que, naturellement, je respecterai. Pour ma part, je n'ai pas été ménagé et j'ai subi des attaques personnelles que je n'hésite pas à qualifier d'ignominieuses. Ça a commencé et ça a duré pendant des mois, par toute une série de messages sur les réseaux sociaux indiquant que j'avais financé à coups d'argent public la plus grande mosquée de France, ou même d'Europe, pourquoi pas, à Bordeaux. Est-ce que les Bordelais sont capables de dire où elle se trouve? Naturellement pas, elle n'existe pas. Et puis ça a continué, on m'a baptisé, si je puis dire, c'est sans doute pas le mot, Ali Juppé, grand mufti de Bordeaux. Et puis la dernière couche de calomnie, ce sont mes affinités avec le salafisme et l'antisémitisme. J'aurais aimé qu'un certain nombre de mes compétiteurs condamnent cette campagne ignominieuse, je le répète, mais lorsque la calomnie se cache derrière l'anonymat, la bonne foi est impuissante et je vous demande de vous battre contre ces messages parce qu'ils ont fait des dégâts. Et j'ai des témoignages précis dans les queues, au moment du bureau de vote, la semaine dernière, de personnes qui parfois ont changé leur vote parce qu'elles avaient été impressionnées par cette campagne dégueulasse, je n'hésite pas à le dire. Mais ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est la campagne projet contre projet. J'ai à l'évidence, avec François Fillon, des convergences. Nous appartenons à la même histoire politique, mais j'ai aussi des différences. Et je n'hésiterai pas à les aborder clairement pour que les Français comprennent bien les positions des uns et des autres. Pour rétablir la bonne santé de notre économie et de notre pays, je veux des réformes profondes, des réformes crédibles, des réformes faisables et sans brutalité. Et je voudrais pointer 3 grandes différences avec le programme de François Fillon. Son programme économique, d'abord, me semble mal étudié. Il ne tiendra pas la route et sa brutalité le condamne à l'échec. Je l'ai dit, je le répète, et d'ailleurs tout le monde est en train de prendre conscience, on ne supprimera pas 500 000 emplois de fonctionnaires en 5 ans. C'était d'abord 600 000, puis 500 000 fonctionnaires, emploi public, peu importe. Cela voudrait dire que pendant 5 années, comme il y aura à peu près 500 000 départs à la retraite pendant ces 5 années, du fait en plus de l'allongement de la durée d'activité, cela voudrait dire qu'on ne recrutera pendant 5 ans aucune infirmière, aucun enseignant, aucun policier. Ça n'a pas de sens et ça ne se fera pas. Alors, il paraît que la recette, c'est de passer de 35 heures à 32 heures dans la fonction publique. Il faudra allonger le temps de travail.
La France ne peut pas continuer à travailler moins que tous ses concurrents autour d'elle en Europe. J'en suis d'accord et c'est mon objectif. C'est la raison pour laquelle, dans le secteur privé, je souhaite que des négociations s'engagent sans tarder pour que les partenaires sociaux se mettent d'accord. Ça sera 35, 36, 37 en fonction de leur accord. S'ils ne se mettent pas d'accord, ce sera 39 heures au bout de 2 ans et non pas 48 heures. Référence à la législation européenne. Dans le public, il faudra aussi engager des négociations et les situations sont très diverses. Il y a des fonctionnaires qui travaillent moins de 35 heures, dans l'enseignement par exemple, ou dans la police. Il y en a d'autres qui travaillent plus. Il faudra donc adapter les solutions à chaque situation particulière. Est-ce que ces 39 heures, par hypothèse, seront payées 35 heures? Ce serait évidemment inacceptable. Est-ce qu'elles seront payées moins de 39 heures? Ce serait aussi inacceptable. Et si elles sont payées 39 heures, cela veut dire que la masse salariale de la fonction publique va augmenter du jour au lendemain, en 2017, de 11%. Et c'est l'explosion de nos budgets publics. Je voudrais le dire aux maires en particulier qui sont ici. Ils savent bien que la dépense de personnel est leur principale dépense de fonctionnement. Et si on vous annonce en 2017 que c'est 11% de plus, il n'y a plus qu'à mettre la clé sous la porte. Cette réforme ne se fera pas, je le répète. Et puis, attention à la démagogie antifonctionnaire. Nous avons besoin de fonctionnaires en France. C'est eux qui assument les services publics, et notamment les services publics de proximité, qui sont nécessaires à l'équilibre de notre pays. Quant à la fiscalité, je passe vite, François Fillon veut augmenter la TVA de 16 milliards. La TVA est un bon impôt, je n'ai pas changé d'avis. Ma proposition à moi, c'est 6,5, c'est-à-dire 2,5 fois moins, parce que c'est une proposition réaliste et crédible. Sa proposition aboutit à ce qu'il n'y aura aucun allègement d'impôts sur les ménages qui ont été si sévèrement matraqués fiscalement avant 2012 et depuis 2012. Ce n'est pas acceptable là non plus. Deuxième divergence, la sécurité. Je ne peux qu'abonder dans le sens de ce qu'a dit Jean-François Copé. Je suis allé à plusieurs reprises pendant toute cette campagne à la rencontre de nos forces de police, de nos forces de gendarmerie, dans des commissariats de grandes villes comme à Marseille ou sur l'esplanade de la Défense, dans des commissariats de villes de la banlieue parisienne comme Viry-Châtillon ou dans des commissariats de campagne. Et tous les policiers que j'ai rencontrés m'ont dit « nous n'y arrivons plus ». Nous sommes harassés par la charge de travail que nous avons sur les épaules, avec notamment Vigipirate. Eh bien, je vous le dis, rétablir la sécurité, c'est mettre des policiers au contact de la population, et pour cela, je m'engage à créer 10 000 emplois supplémentaires pour que les policiers puissent faire leur travail. Enfin, troisième différence en politique étrangère, la Russie est un grand pays. Il faut parler avec la Russie. Il faut parler avec le président Poutine, bien entendu. La Russie est notre voisin, notre partenaire, elle est très largement en Europe, même si elle a eu parfois du mal dans son histoire à choisir entre l'Europe et la slavophilie, comme on disait, les slavophiles russes. Mais enfin, c'est un partenaire absolument incontournable. Et bien entendu, si je suis élu président de la République, l'une des premières choses que je ferai, c'est de rencontrer M. Poutine. Et il faudra rassurer la Russie. On a commis des maladresses vis-à-vis de la Russie. On a donné le sentiment que l'OTAN voulait l'encercler. Non, il faudra bâtir avec la Russie un projet de sécurité collective pan-européenne, cela va de soi. Mais parler avec la Russie, ça n'est pas être des oui-oui. C'est dire des vérités. Et moi, j'ai 3 vérités à dire à M. Poutine. Premièrement, on n'annexe pas un morceau de pays voisin en violation de toutes les règles internationales. C'est ce qu'il a fait sur la Crimée. Deuxièmement, quand on signe des accords, comme l'accord de Minsk pour rétablir la concorde en Ukraine, on le respecte. Certes, il y a des faiblesses du côté de Kiev, mais on sait aussi que la Russie attise les choses du côté des séparatistes ou des indépendantistes ukrainiens. Il faut que cet accord soit respecté et c'est à ce moment-là que nous lèverons évidemment les sanctions contre la Russie. Et puis enfin, le Proche-Orient. Ce qui se passe au Proche-Orient est abominable. Les chrétiens d'Orient ont été déracinés de leurs terres millénaires. Et c'est une souffrance particulière pour la France qui, dans toute son histoire, a été le protecteur des chrétiens d'Orient.
dans l'Empire ottoman, déjà depuis François Ier. Nous étions les protecteurs de ces chrétiens et nous n'avons pas su les protéger. Ils ont été chassés de leur terre ancestrale. Aujourd'hui, la situation, je l'ai dit, est épouvantable. Il est évident que la priorité des priorités, c'est l'éradication de l'État islamique qui nous a déclaré la guerre. Et la France doit s'engager à fond dans la coalition internationale pour terrasser cet État islamique. Et si la Russie nous y aide, tant mieux. Mais je dirais à M. Poutine, et après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rétablit M. Bachar el-Assad au pouvoir à Damas, alors qu'il est en train d'éradiquer toute la population d'une superbe ville à l'histoire longue et brillante, celle d'Alep, en assassinant les enfants, les femmes, les gens dans les hôpitaux? Ça, c'est inacceptable. Il n'y aura pas de retour à la paix et à l'équilibre politique de la Syrie si nous restaurons Bachar el-Assad sur son trône, et c'est une négociation qu'il faudra avoir avec la Russie. J'ajoute enfin que tout en ayant approuvé l'accord avec l'Iran, je garde une grande vigilance vis-à-vis de ce pays. On espérait que cet accord nucléaire allait favoriser la libéralisation du régime, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Je voudrais quand même rappeler que l'Iran joue un rôle déstabilisateur dans cette région, au Yémen, en Irak, en Syrie, au Liban. Le Hezbollah iranien a toujours comme objectif la suppression de l'État d'Israël, et ça, vous le savez, pour moi, c'est un engagement formel que j'ai pris et que j'assumerai, bien entendu, quelles que soient les circonstances. Enfin, et j'en terminerai là avec mes différences, notre vision de la société française n'est pas exactement la même. Moi, je veux une France résolument ouverte sur la modernité, sur la participation de ses citoyens, sur l'avenir, et cet avenir, il nous a été tracé tout à l'heure. C'est l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une croissance respectueuse de l'environnement et de notre santé, parce que si nous ne nous intéressons pas suffisamment au développement durable de la planète, prenons conscience que c'est la santé de nous-mêmes et de nos enfants qui est en cause, et ça nécessite un engagement majeur pour sauver la Terre. Et puis enfin, cette transformation numérique du monde qui ouvre des perspectives absolument prodigieuses, mais qui doit être maîtrisée, parce qu'elle va bouleverser le marché de l'emploi, et parce qu'il faudra poser des règles éthiques pour savoir jusqu'où la science peut aller en matière de transformation de l'espèce humaine. Moi, je veux que les hommes et les femmes restent des hommes et des femmes et ne deviennent pas une réalité augmentée au service de l'intelligence artificielle. C'est un combat essentiel sur le plan éthique. Et puis, il y a une France qui est la nostalgie de l'ordre ancien. On nous parle beaucoup de Mme Thatcher à l'heure actuelle, qui est un modèle, paraît-il. J'ai vérifié, c'est 1979-1990, Mme Thatcher. Donc c'est pas vraiment l'avenir. Voilà. Et puis, je peux respecter les positions de certains mouvements comme Sens commun, même si je ne les partage pas. J'ai dans mon conseil municipal un représentant de Sens commun qui appartient à ma majorité, parce que je l'ai embarqué dans ma liste lorsque je l'ai constitué. Vous voyez que je suis ouvert d'esprit. Eh bien, chaque fois qu'il y a une subvention, pas souvent, il y en a de temps en temps, qui va par exemple à une association d'homosexuels, il refuse de voter. Voilà. Eh bien, moi, je pense que ce n'est pas ma conception de la société. Nous sommes une société tolérante et respectueuse de la diversité de la France. Au-delà de tous ces débats, je voudrais vous affirmer ma détermination à faire les réformes qui s'imposent pour que notre pays retrouve son rang et sa prospérité. Et vous avez compris le sens de mon combat. Je me bats sur deux fronts. D'abord, contre l'extrême droite. Son idéologie, quels que soient les efforts de Mme Le Pen pour ravaler la façade, si je puis dire, de ce parti, reste aux antipodes de l'idée qu'un gaulliste peut se faire de la France. Et son programme nous amènerait droit dans le mur. Protectionnisme. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer aux Toulousains à quoi nous conduit le protectionnisme, alors que votre prospérité se fonde sur les ventes d'Airbus à travers le monde? C'est un non-sens, naturellement, et on pourrait en dire pareil dans beaucoup de régions. Donc que ceux qui se laissent tenter par ce vote ouvrent enfin les yeux. Et ensuite, je me bats contre le pouvoir socialiste et le désastreux quinquennat de François Hollande. Je ne sais pas s'il faut que j'énumère tous les échecs qui se sont accumulés depuis... Ah bon? Pourquoi? Vous les connaissez déjà? Ah,
Vous êtes indulgents, on ne tire pas sur l'ambulance, c'est ce que vous allez me dire, bien sûr. Mais quand même, il faut le rappeler, une croissance qui reste plate, inférieure à toutes les prévisions qui sont faites, un chômage de masse qui ne recule pas, une agriculture en détresse. J'en ai pris conscience en visitant de très nombreuses exploitations. J'étais encore il n'y a pas très longtemps dans Lyon. Une industrie qui se réduit comme peau de chagrin. Une protection sociale qui est menacée non pas par ce que je propose, mais par le chômage et par les déficits. Un gouvernement qui est une véritable pétaudière. Tous les jours, un ministre contredit le Premier ministre, quand ce n'est pas le président de la République. Et ça, je veux vous dire qu'avec moi, ça ne se passera pas comme ça. Hein. On ne traînera pas. Je vois quelques sourires sur le visage de mes amis politiques qui n'ont pas tout oublié. Une fonction présidentielle a baissé. Dans le dernier bouquin là, qui fait des records en librairie, paraît-il, il n'y a qu'une seule chose de bonne, c'est le titre. Ce qu'un président de la République ne devrait pas dire, naturellement. Et donc, une voix de la France inaudible et, hélas, des Français de l'étranger qui ont voté massivement dimanche dernier et qui en grande majorité m'ont fait confiance. Les Français de l'étranger sont tristes parce qu'ils voient l'image de leur pays abaisser et qu'ils ne ressentent plus ce sentiment de fierté qui était le leur lorsqu'ils parlaient de la France. Les réformes qui seront nécessaires ne seront pas faciles. Il y faudra beaucoup de courage et beaucoup de persévérance. Il faudra du courage et de la persévérance pour gagner la guerre que nous a déclarée l'État islamique et que je viens d'évoquer à l'instant. Et je voudrais à ce stade de mon propos, avec vous, saluer les soldats français qui sont dans les sables du Sahel, qui sont dans les airs de la Syrie ou dans les airs de l'Irak et qui font preuve d'un courage et d'un professionnalisme admirable. Nous avons le devoir de leur donner les moyens d'assumer leur mission et c'est la raison pour laquelle je m'engage à augmenter le budget de la défense dans les prochaines années parce que c'est absolument nécessaire pour qu'ils puissent œuvrer en toute sécurité. Il faudra du courage et de la persévérance pour éliminer les territoires de non-droit qui subsistent dans notre pays. Parfois, le gouvernement nous dit qu'il n'y en a plus. Moi, j'en ai vu. Où la police n'a ni les moyens ni surtout les instructions de pénétrer et laisse se perpétrer toutes sortes de trafics qui sont contraires à la loi et aux principes de la République. C'est la raison pour laquelle il faudra renforcer la police et la gendarmerie, non seulement par les recrutements qu'on a évoqués tout à l'heure, Jean-François et moi, mais aussi en leur donnant sans équivoque le soutien de l'autorité gouvernementale pour que le cas échéant, ils puissent se défendre. La légitime défense des policiers doit être redéfinie pour qu'ils ne soient pas traînés devant les tribunaux quand ils se défendent. La justice aussi manque de moyens. Il y a en France moitié moins de juges que dans les pays européens qui nous entourent et 4 fois moins, je crois, de magistrats du parquet. Et c'est la raison pour laquelle les procédures devant la justice sont aussi longues. Il faudra donc y porter là aussi remède et mettre en place une réponse pénale plus efficace. Nous avons fait des erreurs avant 2012 en supprimant par exemple les peines planchers, en supprimant la double peine. Vous savez ce que c'est que la double peine? Un étranger est condamné pour crime, il purge sa peine et après la double peine, c'est qu'on l'expulse. Et on a eu tort de supprimer cette expulsion qui suit la condamnation après la peine purgée. Je la rétablirai. Nous avons eu tort aussi de fragiliser l'effectivité des peines. Il y a une règle qui veut qu'en dessous d'un certain quantum de peine de prison ferme, on ne va pas en prison. Ce seuil, c'était 2 ans. En 2009, on l'a ramené à 1 an. Eh bien, moi, je le reporterai à 2 ans parce qu'il y a des cas où, pour protéger la société, la seule solution, c'est l'incarcération. Pour mener cette politique pénale courageuse, il faudra rompre totalement avec les messages et puis les réalisations ou les non-réalisations du gouvernement actuel. Oui, il faut construire d'urgence 10 000 places de prison en France pour traiter convenablement ceux qui y sont déjà et pour y mettre ceux qui devraient y être. Il faudra du courage et de la persévérance pour reprendre la maîtrise des flux migratoires qui nous échappent. Alors, on parle beaucoup de tout cela. Un des sujets majeurs dont on a beaucoup parlé, c'est le regroupement familial. C'est un tout petit aspect du problème, qui concerne à peine 10 000 personnes chaque année, alors que l'immigration légale se monte à 200 000 en France et l'immigration illégale, on ne sait pas à combien, par définition. Et donc mes 2 priorités dans ce domaine, elles seront claires.
d'abord zéro immigration illégale par un contrôle effectif aux frontières de la zone Schengen qu'il faut vraiment rétablir avec les moyens nécessaires. Et ensuite, deuxième grande faiblesse de notre politique d'immigration, c'est qu'il y a des étrangers que nous ne voulons pas garder sur notre sol. Je pense en particulier aux déboutés du droit d'asile, les personnes qui ont demandé l'asile et qui, au terme d'une longue instruction, qui peut parfois durer 1 an et demi, font l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Savez-vous quel est le pourcentage d'exécution de ces obligations de quitter le territoire? À peine 10 à 15%, et encore, je crois que je suis généreux. 80% restent sur notre sol. Il faut mettre un terme à cette situation en négociant des accords de réadmission avec les pays d'origine que nous subventionnons parfois grassement pour qu'ils se développent et qui, en échange, doivent reprendre leurs nationaux dont nous ne voulons pas sur notre sol. Il faudra du courage et de la persévérance pour faire respecter la laïcité en France. C'est un des principes fondamentaux de la République. La Constitution française le dit, la République française est laïque, vue et indivisible. Qu'est-ce que c'est que la laïcité? Parfois on s'interroge sur la signification de ce terme qui est, parfois c'est vrai, une spécificité française. Bien, pour moi c'est tout à fait clair. Depuis 1789, nous avons conquis, grâce à la République, le droit de choisir notre religion et de la pratiquer, ou de n'en choisir aucune. Et la République garantit la liberté de religion. Des religions qui respectent la République, qui respectent ses lois et ses valeurs. La laïcité, c'est les deux choses à la fois. Les religions ou ceux des fidèles de ces religions qui ne respectent pas nos lois et nos principes, eh bien, ils n'ont rien à faire sur le territoire national, et je le dirai de façon très précise. Je suis décidé à combattre toutes les formes de radicalisation, à l'école, sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé tout à l'heure, dans les prisons ou dans les mosquées. Quand dans une mosquée, on prêche des paroles de haine contre la République, il faut la fermer, et si l'imam est étranger, il faut l'expulser. Il faudra aussi beaucoup de courage et de persévérance dans un tout autre domaine pour redonner du punch à notre économie si nous voulons vraiment renouer avec le plein emploi, c'est-à-dire diviser au moins par 2 le taux de chômage actuel. Le plein emploi, c'est 5 à 6% de chômage. Il y a des pays autour de nous qui y sont. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas. Il y a des régions françaises qui y sont. J'étais il n'y a pas longtemps en Vendée, et je voyais que le taux de chômage était de 5 ou 6%. Pourquoi? Parce que là, on a su faire confiance à ceux qui créent des emplois et qui sont les seuls à même à résoudre le problème du chômage, c'est-à-dire les entreprises de France, depuis la plus petite, l'agriculteur, l'artisan, le commerçant, la start-up, la PME ou l'entreprise de taille intermédiaire. Et pour cela, il faudra réduire les impôts et les charges, sans creuser nos déficits et donc notre dette, simplifier la vie de tous ceux qui, en France, entreprennent, travaillent et agissent. Il y a les entreprises, il y a aussi les collectivités locales. Mon cher Jean-Luc, on pourrait raconter bien des anecdotes qui montreraient à quel point nous sommes paralysés aujourd'hui, mon cher Jean-François, mon cher Franck. Et donc il faudra libérer tout cela en simplifiant en particulier le Code du travail, en libérant le dialogue social dans l'entreprise. Et puis enfin, rétablir la compétitivité de notre industrie et remettre notre agriculture au rang qui a été le sien et qu'elle doit retrouver, c'est-à-dire le premier rang en Europe. Il faudra enfin du courage et de la persévérance pour moderniser en profondeur notre système éducatif. Et vous savez l'importance que j'y attache, parce que c'est là que tout se joue, c'est là que se transmettent les savoirs fondamentaux, lire, écrire et compter, et c'est là aussi que se forme l'esprit de nos jeunes, pour qu'ils soient vaccinés contre les propagandes et les mensonges et les calomnies, pour qu'ils fassent fonctionner leur raison et leur libre arbitre. C'est là aussi que se prépare le moment venu l'entrée dans la vie professionnelle. Donc l'école, c'est la mère de toutes les réformes. Et là, je voudrais faire céder 3 tabous. Le premier de ces tabous, c'est le refus ou la crainte de l'autonomie donnée à nos établissements. Il faut décentraliser cette énorme machine qu'est l'éducation nationale et permettre aux établissements de personnaliser les parcours de nos enfants parce qu'ils ne sont pas tous pareils. Je veux enfin, en second lieu, faire sauter le tabou qui parfois pénalise l'apprentissage et l'alternance. Je pourrais vous citer 1000 témoignages à ce sujet. Encore ce témoignage d'un pâtissier chocolatier qui me racontait, quand j'ai dit à mes professeurs de lycée que j'allais au CFA de pâtisserie, de boulangerie, ils m'ont dit, chocolaterie, ils m'ont dit, mais pourquoi tu as de bonnes notes? Vous voyez la réaction?
l'alternance et l'apprentissage, c'est une formation au rabais. Il faut casser cela. L'apprentissage et l'alternance, ce sont des filières nobles qui peuvent permettre à nos enfants de réussir dans la vie et de s'épanouir pleinement. Et enfin, le dernier tabou que je veux faire sauter dans notre système éducatif, c'est cette prétendue non-sélection à l'entrée de l'enseignement supérieur. C'est une fumisterie et c'est un mensonge, parce qu'en réalité, la sélection, elle se fait par l'échec. Un bac pro qui va dans une licence universitaire, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, son taux d'échec est de 95%. Nous n'avons pas le droit de laisser nos jeunes se fourvoyer ainsi. Il faut reprendre à la place de la sélection par l'échec une vraie orientation de la réussite, et je fais des propositions précises en ce sens. Voilà, mes chers amis, quelques-unes des réformes ambitieuses que je veux engager rapidement. Il y faudra du réalisme, il y faudra de la crédibilité, il y faudra de la confiance. Et la confiance des Français, nous l'obtiendrons d'abord si nous savons les convaincre que ces réformes leur seront profitables, que ce sont des réformes justes, non pas des punitions, mais que ce sont de bonnes réformes pour leur vie quotidienne. En réformant les retraites, mon objectif, c'est d'augmenter les petites retraites, notamment celles des veuves, en rétablissant la demi-part qui a été injustement supprimée. Mon objectif aussi, c'est de rendre justice aux familles qui ont été maltraitées depuis 2012 par toute une série de mesures négatives, notamment en matière fiscale. Mon objectif, c'est de maintenir à domicile le plus longtemps possible nos personnes âgées, grâce notamment au progrès spectaculaire de la télémédecine, et de prendre mieux en charge la dépendance, qui est un risque qui va s'alourdir au cours des prochaines années. Mon objectif, c'est de refaire du handicap, ou plus précisément de la vie normale de nos concitoyens handicapés, une grande cause nationale comme Jacques Chirac l'avait fait en 2005. Mon objectif, en ramenant à zéro les charges patronales sur le SMIC, c'est de permettre aux jeunes les moins qualifiés de commencer leur vie professionnelle pour ensuite gravir les échelons, bien entendu. Mon objectif, en exonérant des cotisations sociales maladie les étudiants. C'est la seule catégorie dans notre population qui cotise à l'assurance maladie sans avoir de revenus. C'est injuste et le résultat, c'est qu'ils ne cotisent pas et qu'ils ne se soignent pas. Il faut permettre aux étudiants d'avoir accès à la santé en supprimant cette cotisation d'assurance maladie. Et puis enfin, je ne veux laisser aucun territoire dans le sentiment d'abandon que certains ressentent aujourd'hui. Ma priorité, c'est de revenir à l'équilibre des territoires. Vive nos métropoles, monsieur le maire de Toulouse, vive la métropole bordelaise, mais n'oublions pas les villes moyennes dont certaines sont en déclin aujourd'hui et la ruralité qui est souvent en souffrance. Mes réformes feront donc du bien aux Français. Je pense qu'elles feront du bien aussi à la France et qu'elles permettront à notre pays de reprendre son rang grâce notamment à la restauration de sa puissance économique. Et les défis à relever vont être immenses. D'abord, l'Amérique de M. Trump. Je ne sais pas exactement quelles sont les initiatives qu'il va prendre. J'espère que ceux qui se sont laissés séduire par un discours tonitruant compareront l'avant et l'après. Il semble qu'il commence à mettre beaucoup d'eau dans son vin. On verra. Mais en tout cas, il nous lancera des défis qu'il va falloir relever. Un défi commercial. Il faut que nous donnions les moyens de résister à la concurrence déloyale que certains pays nous font. Les Américains savent très bien défendre leurs intérêts commerciaux. Il faut que l'Europe et la France apprennent aussi à le faire. De même, en matière de sécurité, nous sommes au pied du mur. M. Trump nous dit que les Européens doivent payer davantage pour leur sécurité. J'en suis d'accord, à condition que cet argent, ce soit nous qui le contrôlions. Donc, qui paye, commande. Il faut que l'Europe prenne en main la responsabilité de sa sécurité et de sa défense. Voilà, mes chers amis, ce que je veux faire avec vous et pour vous. Nous arrivons au terme de cette campagne, qui a été longue. Mais si j'ai résisté à la pression, à des emplois du temps souvent extrêmement chargés, c'est parce que je me suis senti porté par votre enthousiasme. Et puis je vais vous faire une petite confidence. Vous savez que je déteste ça, naturellement. Si j'ai réussi à faire ça aussi, c'est grâce à Isabelle, à qui je voudrais dire toute ma reconnaissance ce soir. Je me présente à vous en homme libre, tout entier, tourné vers l'avenir de mon pays, qui m'a tout donné et que j'aime de toutes mes forces, que j'aspire à servir désormais pendant 5 ans
Et je vous rassure, pendant 5 ans seulement. Vous avez confiance dans ma méthode. Je dirai tout ce que je veux faire avant l'élection pour que personne ne se sente trompé après l'élection, comme ça a été le cas en 2012. Je serai prêt à agir et à agir vite. Oui, Jean-François Copé, par ordonnance, parce que c'est un outil parfaitement constitutionnel. Déclencher 5 ou 6 référendums successifs, c'est mettre la France en campagne électorale pendant des mois, et ce n'est pas responsable. Et je gouvernerai efficacement avec des ministres compétents et durables. Voilà un changement spectaculaire par rapport à la situation actuelle. Vous avez confiance dans ma ligne politique, qui n'a pas varié depuis des années. Rassembler la droite avec le centre et avec les déçus de 2012, plutôt que de courir après le Front National. Oui, bien des Français nous ont quittés en 2012 parce qu'ils étaient déçus. Et s'ils veulent nous rejoindre aujourd'hui, je ne vais pas leur claquer la porte. Bienvenue à la droite, au centre et à tous ceux qui souscrivent aux valeurs républicaines de la droite et du centre. Et vous avez enfin confiance dans ma capacité à réconcilier les Français. Comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, j'ai bien vu pendant toutes ces semaines et tous ces mois où je suis allé sur le terrain dans plus de 75 départements français, y compris outre-mer, j'ai bien vu le fossé qui risque de se creuser entre deux France. C'est vrai qu'il y a une France entreprenante, conquérante, à l'aise dans la mondialisation, confiante dans l'avenir, des jeunes, mais pas que des jeunes beaucoup aussi. Et puis il y a une autre France, une France qui souffre, une France qui décroche, une France qui se sent laissée pour compte, qui est minée par le chômage de masse. Quand vous avez dans certains quartiers 50% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage, comment voulez-vous que la société soit équilibrée et ne soit pas déstabilisée comme elle est aujourd'hui? Je veux que ces deux France se réconcilient. Je refuse de les dresser l'une contre l'autre. Je veux les rassembler autour de la même ambition et des mêmes valeurs. Il faut, je l'ai dit à plusieurs reprises, que la France en forme entraîne la France qui aujourd'hui est morose et parfois découragée. Et pour cela, je voudrais, en terminant, vous dire quelle est ma vision de la société française, qui n'a pas varié tout au long de ces longs mois. Elle tient en 2 mots, diversité et unité. Diversité, oui. La France est diverse. Nous ne sommes pas tous pareils, nous n'avons pas les mêmes origines, nous n'avons pas la même couleur de peau, nous n'avons pas les mêmes religions, parfois nous n'avons pas les mêmes orientations sexuelles, et ces différences sont respectables, c'est une richesse et une force pour la France. À 2 conditions, mes amis, à 2 conditions. À 2 conditions, pour que ce soit vraiment une force. D'abord, que nous ne tombions pas dans le communautarisme, c'est-à-dire que chaque groupe social ne se replie pas sur soi-même, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de pays, il n'y a plus de nation, naturellement. Et ensuite, que cette diversité nous conduise à une profonde, à une sincère, à une durable unité. Si on n'a pas quelque chose qui rassemble, si on n'a pas un bien commun qui fait l'unité du pays, alors la France n'est pas la France. Et ce bien commun, vous le connaissez. C'est notre histoire qu'il faut apprendre à nos enfants, cet extraordinaire patrimoine que nous ont laissé les générations précédentes, sous toutes ses formes, patrimoine architectural, patrimoine paysager, patrimoine littéraire, patrimoine intellectuel. C'est notre culture, donc, dont je veux faire un élément essentiel de la cohésion sociale. C'est notre langue, cette langue française que j'aime tant, qui est parfois martyrisée. N'oublions pas la francophonie, qui est aussi une de nos forces. Ce sont nos racines judéo-chrétiennes, et je le dis avec toute la force de ma conviction, il ne s'agit pas de convertir au christianisme ceux qui ne sont pas chrétiens ou ceux qui arrivent, il s'agit simplement de leur dire que la France, c'est ça, qu'elle s'est construite pendant 2000 ans autour des valeurs judéo-chrétiennes et que ça fait partie de notre bien commun. C'est les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais c'est un peu plus encore, parce que tous ces mots, ils sont un peu théoriques, ils sont peut-être parfois un peu solennels. Et j'ai retrouvé une citation bien connue du général de Gaulle, mais enfin on n'en cite en général que le début. Le général de Gaulle dit « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France.
Et il ajoute « Le sentiment me l'inspire aussi bien que la raison ». Qui aurait pu penser que le général de Gaulle était un sentimental? Eh bien oui, il est même lyrique. Il décrit la France, je le cite, comme la princesse des contes et la Madone aux fresques des murs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre attachement au bien commun, il faut mettre de la chair, il faut mettre du sentiment, il faut mettre de l'amour de la patrie qui s'incarne dans le drapeau national que vous allez brandir tout à l'heure et dans la Marseillaise que nous allons chanter. Alors, mes amis, une responsabilité historique va peser sur nos épaules le 27 novembre. Éviter à la France de se fourvoyer sur le chemin de l'illusion ou de la discorde, rassembler autour d'un projet qui donnera à nos enfants. En général, ça prend 5 minutes de retard. Là, il y a un peu d'avance. Merci, Michel. Rassembler autour, ça veut dire que vous en avez assez, non? Autour d'un projet qui donnera à nos enfants la chance de réussir leur vie dans une France optimiste, j'ose le mot, et dans un monde en paix. Vous me connaissez, je n'ai jamais promis la lune, je ne transigerai pas, je ne reculerai pas chaque fois que j'aurai la conviction d'agir pour le bien commun et pour tous mes compatriotes. C'est aujourd'hui comme hier ma seule ambition et j'ai confiance que nous allons ensemble relever le défi d'une France puissante, d'une France fière et d'une France heureuse. Vive la République et vive la France! Bravo.